Aujourd'hui, un test que vous m'avez expressément demandé, la Lynk & Co 08, un SUV hybride rechargeable, frère de la Volvo XC70. Déjà lancé sur le marché chinois. En fait, la chose impressionnante est que celui-ci est disponible à 20 000 € moins cher qu'un BMW X3, une Mercedes GLC ou une Audi Q5 dans les versions hybrides rechargeables. Alors la question est, qu'est-ce qu'on obtient pour ce prix ici? Et on promet au moins 200 km d'autonomie en tout électrique avec ce modèle. Je peux déjà vous dire que ça peut être encore plus, mais aussi moins selon les conditions. On va le tester sur l'autoroute allemande, faire des essais à haute vitesse, atteindre le Vmax et vraiment découvrir ce qu'il vaut avec Thomas sur AutoGFuel, en 4K, plein écran et en intégralité. C'est parti avec la Lynk & Co 08. C'est la prononciation officielle. Et c'est aussi en quelque sorte une version hybride rechargeable sœur du Zeekr Sept X, le modèle tout électrique. Alors oui, tout ça fait partie de la même société Geely, comme Volvo, ils font également partie de leur groupe. Les feux de jour ici, ça s'étend sur toute la longueur, ça a l'air vraiment très intéressant, vous ne trouvez pas? C'est aussi là que le clignotant apparaît. Dans la description ou le commentaire épinglé, il y a un lien. Et cela renvoie au site de Lynk & Co où vous pouvez vous inscrire pour des essais routiers car ensuite, vous pouvez nous donner votre avis après avoir essayé vous-même. C'est une marque assez récente, c'est pour cela que j'ai ajouté ce lien. Et oui, j'ai vraiment hâte d'avoir ton retour après que tu aies fait un essai toi-même. Mais maintenant, écoute d'abord mon avis sur ce véhicule très intéressant. Profil latéral avec des roues de 20 et 1 pouce, typique de la finition haut de gamme. 19 pouces pour une finition basse, longueur 4,82 m ou 190 pouces. Encore un design moderne et droit ici aussi. Range Rover l'a adopté. Récemment, la Renault Clio aussi. Ici, on ne trouve pas de cadre dans les bas. On entre donc également dans le nouveau design BMW qui devient vraiment plus monolithique en réalité, très intéressant. Brillant élevé, les passages de roues aussi assez élégants. C'est toujours en traction avant en Europe jusqu'à présent. En Chine, une version à transmission intégrale est déjà disponible sur le marché. Mais en Europe, c'est la traction avant qui domine, avec un temps d'accélération de 6,8 secondes grâce à la combinaison du moteur thermique et électrique. Je vais bientôt voir sous le capot. Et puis, un design sympa à l'arrière avec la lumière traversante. Les clignotants sont disposés en cascade. On ne le voit pas d'emblée, mais l'essuie-glace arrière est parfaitement intégré. Ça part simplement par-dessous et nettoie efficacement l'arrière. Vous m'avez souvent posé la question de savoir si les voitures ont encore un essuie-glace arrière, car de plus en plus de modèles n'en sont pas équipés. C'est un aspect vraiment intéressant, tu ne trouves pas? On parle également de la recharge de la batterie ici. 11 kW en AC, 85 kW en DC, 33 minutes pour passer de 10% à 80%. Oui, ça s'applique bien à un véhicule hybride rechargeable avec sa batterie de 40 kWh. A+, c'est vraiment très impressionnant comparé au BMW X3 hybride 20 kWh. Presque le double de capacité et ce pour au moins 20 000 € de moins. Alors, est-ce que ce modèle est vraiment une bonne affaire, vous voyez? Et qu'en est-il de l'autonomie électrique réelle en conditions réelles? Nous allons faire différents tests de conduite aujourd'hui. Nous allons tester la consommation de carburant en mode essence pure. Nous allons également tester la consommation électrique lorsque nous roulons uniquement à l'électricité à 100 km/h et aussi à 120 km/h. Et je peux déjà vous dire que les résultats seront très intéressants et super surprenants pour moi aussi. Ensuite, ici, sous le capot, dans ce cas, bien sûr, pas de liquide de refroidissement parce que c'est un hybride rechargeable. Ce moteur, essence 4 cylindres de 1,5 litres et une isolation très poussée ici sous le capot. J'aime l'isolation phonique, c'est ce que je veux dire. C'est un vrai plus, il est vraiment très silencieux. On entend à peine le moteur quand il est en marche. Les modes de conduite, j'en parlerai en conduisant la voiture très bientôt. La version chinoise aura aussi un moteur électrique à l'arrière. Voyons si cela arrivera également sur notre marché à un stade ultérieur. Ils en ont déjà des plus petits comme les Lynk & Co 01, 02. Ils ressemblent plus technologiquement au Volvo XC40. Et celui-ci très proche du Volvo XC70, un SUV récent comme mentionné.
Volvo le considère maintenant comme un SUV et non plus comme un break crossover, c'est assez intéressant. Oui, j'ai hâte de voir les performances de celui-ci. Et une autre chose qui est assez étonnante, c'est que les fabricants, surtout ceux qui ont des racines en Chine avec des clients chinois, ils mettent souvent un mode économie d'énergie dans le véhicule qui permet de maintenir la batterie à un certain niveau. Et la raison derrière ça, c'est que les fabricants chinois n'avaient jamais eu de grands moteurs essence très puissants. Ils veulent garder la batterie puissante pour une disponibilité maximale. Mais si tu veux faire ça, ou si tu préfères conduire d'abord tout électrique, puis recharger et peut-être épuiser la batterie en premier, c'est vraiment à toi de décider. Tu peux aussi ajuster ça dans le système infotainment. Donc différentes approches en fonction des divers besoins d'utilisation. Mais c'est très inhabituel d'avoir une batterie aussi grande dans un véhicule hybride rechargeable, alors que tu paies même moins cher que pour la concurrence. Passons maintenant à l'intérieur avec une belle clé ici. Donc, c'est un design cool. Sur le côté, tu peux l'ouvrir ou la fermer. Tu vois ici des poignées intégrées. Elles entrent et sortent. De nombreux fabricants ont choisi ce style. Je dois dire cependant qu'elles vont disparaître dans quelques années parce qu'en Chine, il y a une nouvelle loi. Je crois à partir de 2027 qui les interdit en fait. La tendance vient de Chine. Il y a quelques ans, les designers m'ont dit qu'ils ne pouvaient vendre aucune voiture là-bas sans poignées affleurantes car elles paraissent hyper modernes, bla bla bla. Ouais, mais elles vont disparaître. Et j'aime aussi les poignées classiques, tout simplement. En tombant, elles deviennent manuelles et donnent un bon retour. Pas de cadre en bas, comme je l'ai dit. Les portes s'encadrent aussi, voilà. En même temps, vous avez un assez bon design sonore pour les portes. Voilà, c'est justement pour cette raison que je ne les apprécie pas vraiment beaucoup. Ouais, et c'est aussi plutôt sympa à l'arrière. Donc c'est très rare qu'on ait des portes sans cadre, mais elles sonnent toujours bien. Il n'y a pas de double isolation ici, mais on en parlera sur l'autoroute très prochainement. Détail intéressant ici aussi, à l'extérieur de l'enceinte, on peut apercevoir un autre logo. C'est aussi un joli détail qu'ils ont choisi ici. Et on le sait de Volvo ou de Polestar, de la société Geely, ici ils ont aussi ces rétroviseurs presque sans cadre qui ont l'air assez stylés. En même temps, ils sont très grands et visibles. Puis, à l'intérieur des portes, on a cette structure en nid d'abeille intéressante. C'est d'où ici une sensation agréable et une transition pour la poignée intérieure. 8 haut-parleurs de série. Option, système audio Harman Kardon Mortrem. 23 haut-parleurs et un son vraiment sympa. Vous avez ici tout l'éclairage d'ambiance en fond ainsi que les classiques leviers de contrôle des fenêtres. Et pour les rétroviseurs aussi. Je l'apprécie car certaines solutions sont si compliquées. Un cisaillement plus doux pour le coude. Ici, ce serait bien un peu plus doux, mais la surface elle-même est vraiment cool. Semblable au néoprène. Voici l'ouvre-porte électronique. Une manœuvre manuelle est aussi bien visible. Pas de tissu ici à l'intérieur des portes. C'est peut-être la seule chose qui manque. Une belle plaque de seuil ici. Ensuite, oh, au fait, un petit détail à noter, c'est que j'ai des pieds vraiment très longs. Cette zone à gauche où je pose mes pieds pourrait être un peu plus longue en fait. Mais c'est pour les grands pieds comme les miens du 47,5. Le volant ici, Lincoln Co. Logo. Voici le bouton pour le contrôle vocal où tu peux aussi dire « Hé, Franck !» Oui, je suis honnête, je commenterai ça. Puis les boutons derrière le volant, par exemple, pour le régulateur de vitesse. Côté droit pour contrôler les instruments numériques. Aussi un bouton préféré. Ensuite, les commandes classiques ici pour les essuie-glaces et les clignotants, etc. Structure en nid d'abeille adouci, tableau de bord avec lumière ambiante, instruments numériques, style horizontal, lisible. Et des sièges vraiment intéressants ici, ils sont vraiment magnifiques avec la couture contrastée. Ensuite, vous avez ici un simili-cuir de haute qualité qui est vraiment très doux, à la fois en surface, mais aussi quand vous appuyez et voyez à quel point ils sont profonds. Et ici aussi, puis avec des inserts en microfibre, les sièges de base seraient également en simili-cuir perforé. Mais ici, dans le Mortum, vous avez également ces inserts supplémentaires en microfibre. Avec ventilation et massage des sièges. Encore plus d'options incluses pour votre confort. Et voilà, tout ce qu'il faut est là. Le volant, les sièges, tout est conçu sans produits animaux. Un haut de gamme.
Simili-cuir excellent, la qualité est vraiment top. Et avec la ventilation des sièges, tu as choisi le pack tout compris, en gros. Et ces sièges sont vraiment très confortables. Contrôle électrique, ici aussi avec un soutien lombaire supplémentaire, mais ils ont déjà un soutien lombaire intégré, assez bon, je dois dire. On peut sauvegarder la position dans le compte. Ma taille est de 189 cm. Il reste encore de la marge. Le volant a une commande manuelle. Dedans, dehors, haut, bas. C'est également fluide ici grâce au traitement. Alors, ouais, je connais déjà le prix et on va bientôt aborder la question de la tarification. Et je suis vraiment impressionné par ce qu'ils peuvent offrir en termes de qualité de construction à ce prix. Ouais, ça semble être le gros point fort de ce véhicule. Bienvenue dans ce cockpit. Juste ici, un dernier petit détail concernant le siège. Vous pouvez aussi monter ou descendre celui-ci ici, il y a un bouton derrière. Et aussi les appuis-têtes en matériaux vraiment doux. Oui, ce look doré est vraiment très élégant et honnêtement, si on compare avec les modèles allemands récents, le BMW X3, le Mercedes GLC, l'Audi Q5, ils ont un peu baissé la qualité de l'intérieur. Et ici, je dirais, en termes de qualité de finition intérieure, je dirais que c'est segment leader en effet. Je pense que dans ce segment, ou peut-être même en général pour un SUV et surtout à ce prix-là, je n'ai jamais vu un véhicule avec une qualité de finition et une élégance aussi élevée. C'est vraiment impressionnant et unique. Et oui, je suis vraiment surpris. Le seul véhicule comparable serait un Zeekr 7X. Oui, vous voyez où je veux en venir. Ils sont vraiment très proches, ces deux-là. Les deux véhicules proviennent de la même société Geely. L'intérieur. La finition par son apparence et son toucher est le point fort de ce véhicule et de la Zeekr 7X. On le voit clairement partout. Le tableau de bord a une texture alvéolée, assez douce. Ici, on trouve du néoprène. Superbe éclairage d'ambiance. Tu peux changer la couleur ou la faire bouger en rythme avec la musique. La console centrale est en matériaux souples, ce qui adoucit le contact avec le genou par exemple. Ensuite ici, c'est un curseur qui a aussi une sensation vraiment solide. Les porte-gobelets, ils peuvent s'avancer ou se rétracter. Pour ça. C'est intriguant. Je pensais à une poubelle. Non, c'est un pictogramme. Pour un café ici. En fait, c'est vraiment intéressant. Une poubelle, oui, comme le pictogramme d'une tasse à café, ça ressemble vraiment beaucoup à un pictogramme de poubelle, c'est frappant. Je viens de m'en rendre compte. Intéressant, non? Mais ils sont aussi adaptables. Ensuite, à l'avant, il y a ce cache fermé ici. Le côté gauche charge aussi par induction. Sans aération, le téléphone peut surchauffer. Ensuite, des accoudoirs séparés, plus moelleux, seraient vraiment mieux pour les coudes. Parfois, j'ai envie d'appuyer sur ce bouton, celui du logo Lincoln Co. Le bouton est en fait devant. Ouverture séparée, j'y ai mis nos téléphones pour le tournage. 27 watts à gauche, 60 watts en USB-C à droite, donc ça alimente un MacBook facilement. La boîte à gants se trouve ici. Il n'y a pas de bouton distinct. D'un côté, c'est un peu plus compliqué. Il a cependant l'avantage, que tu connais peut-être aussi chez Tesla, de pouvoir activer un verrou de boîte à gants que tu ne peux ouvrir que lorsque toi-même, avec la clé, tu es dans le véhicule. Et j'ai ici le menu déroulant depuis le haut. Ensuite, je peux appuyer sur ce bouton et la boîte à gants va s'ouvrir automatiquement. Et j'ai juste, oui, tout rangé ici. Il y a aussi la trousse de premiers soins qui est stockée là en ce moment. Ce menu déroulant, dont je reparlerai, est aussi là où il prévoit d'ajouter des fonctionnalités futures. Par exemple, désactiver l'avertisseur de vitesse lié à la loi européenne, parce que pour le moment, c'est un peu. Ouais, encore compliqué à désactiver. Côté logiciel, ils doivent améliorer certains points, par exemple pour se garer ou sortir. Et par exemple, dans les paramètres sonores, j'ai déjà le. Où est-ce? Comme pour l'assistance au stationnement, j'ai réglé le son sur bas, mais c'est quand même extrêmement fort. Je veux voir à quoi ça ressemble sur haut. C'est un point qu'il faut corriger côté logiciel. J'ai parlé au chef de produit, il a confirmé des mises à jour bientôt. Après notre tournage. Ils disent « et avec le bip sonore ». Et oui, peut-être que ce serait quelque chose qu'ils ont aussi corrigé, que le son de l'aide au stationnement serait, tu vois, moins bruyant. C'est déjà ça.
Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'ils ont un peu amélioré ce véhicule, petit à petit, avec les clients aussi, et c'est en fait ici ce collab, et je pourrais juste faire ce qui suit maintenant. Continue, et maintenant. J'appuie sur Enregistrer et partage une idée avec Lincoln Co. Les bruits du parking sont vraiment trop forts, ils doivent être plus silencieux. Voilà, et maintenant je peux simplement leur envoyer ce message. Et je veux dire, c'est inestimable et je me demande pourquoi plus de fabricants ne l'ont pas fait jusqu'à présent. C'est inestimable pour un fabricant, bien sûr, il faut aussi que le personnel soit capable de gérer ça. Mais je veux dire à quel point c'est incroyable d'avoir des clients qui veulent contribuer gratuitement à améliorer votre produit et de pouvoir ensuite bénéficier de leurs précieux retours constructifs. Je veux dire, tous les fabricants doivent voir cette partie de la vidéo. Ils ne sont pas les premiers fabricants à faire ça. NIO le fait aussi. C'est une chose incroyable. Et ils ont dit qu'ils ont également introduit certains des raccourcis ici, par exemple, selon ces retours. Et ouais, par exemple, ici, ils ont un raccourci pour découper le toit à l'avant. Mais c'est juste comme l'inclinaison. Et je me demande pourquoi il n'y a pas de raccourci pour ouvrir complètement le toit ouvrant, parce que c'est aussi bien caché dans le menu, cette ouverture du toit ouvrant. Et donc pour le moment, c'est plus simple de le faire avec la commande vocale. Et vous pouvez appuyer sur ce bouton ici ou dire « Hey Frank, ouvre le toit ouvrant ». Donc vous pouvez voir le toit ouvrant s'ouvrir maintenant ainsi que l'écran et c'est toujours celui que vous pouvez vraiment ouvrir. Et c'est également quelque chose de rare. Et le point de vue du conducteur, encore une fois, avec les vrais boutons sur le volant, c'est ici que je contrôle un élément des instruments numériques qui sont clair à lire, vitesse à gauche. Ici à droite, je peux par exemple voir la consommation. Je peux aussi changer là. Visualisation ici. Une vue minimaliste ou carte est aussi possible. Et je peux faire tout ça avec mon pouce droit. C'est donc un truc sympa à faire ici. Ensuite, le système d'infodivertissement principal. Voici le menu principal. Apple CarPlay et Android Auto sont aussi disponibles. Voici l'intégration d'Apple CarPlay. Sur certains véhicules, j'ai constaté qu'Apple CarPlay avait une réactivité un peu moins rapide que prévu. Là, vous avez le bouton d'enregistrement pour le retour. Je vous l'ai montré. Retour au menu principal. Pour accéder aux paramètres, venez ici et désactivez les systèmes d'assistance, par exemple. Ici, c'est aussi très intéressant pour la charge. Vous pouvez fixer une limite, mais ouais. La plupart du temps, pour les plugins, vous avez probablement le laisser à 100 ou à 80 pour économiser la batterie sur le long terme. Alors ici, c'est très intéressant. Vous pouvez aussi garder l'état de la batterie en mémoire. Ça dépend si c'est utile ou pas pour vous. Ça dépend de l'usage, de la façon dont vous utilisez la voiture. Vous pouvez aussi désactiver ça, épuiser la batterie d'abord, puis passer au moteur essence. Bien sûr, je souhaiterais avoir une unité climatique physique ici, dans l'écran. Oui. Il est très grand et son utilisation reste vraiment simple. Quand même, je suis fan du climatiseur physique. Et ici, tu peux activer le chauffage des sièges. Pour le rafraîchissement des sièges, il faut à nouveau la commande vocale, car ici, et puis ici, tu vois, et puis là, c'est vraiment trop long, surtout quand on est en train de conduire. D'ailleurs, ici, quand on appuie dessus sans rien avoir sélectionné, on peut aussi démarrer ou mettre en pause la musique directement. Et c'est aussi ici que vous pouvez augmenter ou réduire le volume de la musique, en fait. Le système son Harman Kardon à 23 haut-parleurs est vraiment sympa, en fait. Vous pouvez aussi opter pour un mode Surround 3D. J'ai testé les différents modes. Ouais, c'est aussi quelque chose que la finition supérieure propose, bien sûr. Et nos meilleures salutations à tous, de la part de Léa aussi. Les sièges arrière, ici, côté intérieur ou portes arrière. Ce motif en nid d'abeille est doux. Très bien réalisé côté intérieur ici, avec la poignée de maintien aussi. Éclairage d'ambiance à l'arrière, issu du système Harman Kardon ou derrière ça. C'est également très élégant la manière dont cette poignée de vitre est intégrée ici. C'est l'ouvre-porte électrique, mais la version manuelle de secours est aussi très visible. Dossier rigide en bas, même matériaux à l'arrière.
un simili-cuir perforé de qualité, agrémenté d'inserts en alcantara, très élégant. Isofix ici pour s'ouvrir facilement et rapidement, encore une fois, très moelleux et vraiment stylé avec ce ton bleu élégant et moderne. Ça s'intègre parfaitement au véhicule, c'est sûr. On pourrait aussi s'asseoir ici, sur la partie centrale. C'est vraiment adapté pour 5 personnes. Espace pour les jambes généreux et pour la tête, même à 1,92 m, aucun souci. C'est vraiment très confortable et spacieux à l'arrière. Tu peux facilement rabattre ce siège juste ici, des porte-gobelets adaptables avec un design à 3 points et un simili-cuir de très bonne qualité. La finition intérieure est vraiment impressionnante, surtout à ce prix qu'on évoquera plus tard dans le test. Ici en bas, chargeur USB-C et USB-A, vous avez les deux options et ce sol est également relativement plat. Ouais, donc c'est définitivement un intérieur A, plus ici à l'arrière visuellement, mais aussi au niveau du look, du toucher et du confort. Passons maintenant au coffre. Ici, il faut chercher un peu le bouton. Il est assez petit, mais au centre. On a 540 litres. Comment est-ce que cela se traduit en termes pratiques, concrètement? Et ici, pour ce modèle, il n'y a pas de rail sur les côtés. La valise rentre aussi à la verticale. Ils ont ce tapis en caoutchouc disponible ici. C'est 1 mètre ou 40 pouces de largeur entre les passages de roues, plus large ici à l'avant. Et c'est un tapis robuste, bien sûr, si vous avez des choses mouillées et ainsi de suite, mais je peux aussi l'enlever. Ensuite, ça a l'air plus haut de gamme ce coffre. En dessous ici, vous pouvez le soulever et il y a un petit espace prévu pour un câble de charge. Vous pouvez le glisser dedans. En gros, la hauteur. Ici, le niveau maximum est d'environ 28 pouces ou 72 cm. Pour plier les sièges, il faut attraper ici. Enfin, si vous avez de longs bras, c'est possible. Sinon, faites le tour. Et puis, la longueur totale ici jusqu'au siège où je serai au volant est d'environ 1,85 m ou 73 pouces. On va bientôt rouler sur l'autobahn allemande avec la Lynk & Co 08 et on va accélérer à fond sans retenue. Départ de 50 km/h avec les deux moteurs combinés. C'est parti! « 150. Pas mal, ça avance vite et la vitesse maximale 100. 188, 189. Oh, c'est un peu plus que promis en fait, très intéressant. Oh, donc l'accélération boostée était assez intéressante, je dois dire. Intéressant ici, quand j'active le clignotant, il apparaît toujours là où je tourne. Donc, quand je tourne à droite, j'entends ce son plus à droite, et quand je tourne à gauche, je l'entends plus à gauche. Ouais, pourquoi pas le son lui-même. Honnêtement, je le changerais un peu pour qu'il soit un peu plus agréable, peut-être un peu plus doux ou mélodieux. Ce serait plus agréable à l'oreille et moins intrusif, surtout sur de longs trajets. Ça pourrait vraiment améliorer l'expérience globale, tu ne trouves pas? À 130 km/h, l'isolation acoustique est vraiment correcte. Bien qu'on n'ait pas les vitres double vitrage, comme mentionné plus tôt, je trouve qu'elle est plutôt bonne et assez efficace. C'est cool en fait. Ouais, j'aime bien quand c'est un peu... La sensation de la direction est vraiment pas mal et surtout maintenant qu'elle est ferme. Ouais, j'aime vraiment ça. C'est plutôt cool en fait et ça peut aussi être sauvegardé sur ton compte utilisateur. Léa s'occupe de la lumière, moi j'ai un volant ferme. Pas mal, toujours à 130 km/h, soit 80 mph. C'est une bonne vitesse pour l'autoroute. Et là, on peut facilement conduire comme ça aussi. Maintenant, regarde ici, RPM 0. Je peux vraiment m'assurer qu'il reste en mode EV avec le pur. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir comment il se comporte sur la route et à quelle vitesse il peut aller. À quelle vitesse peut-il aller? Tout électrique. Et voyons, 140 km/h. Donc ouais, on peut même rouler à une vitesse impressionnante en mode pur EV. C'est vraiment pas un problème. Et là, la gestion du freinage sur l'autoroute est vraiment bien conçue, parfois en ville. J'ai l'impression qu'il faudrait un peu plus de réglage entre la récupération et la pédale de frein. Sur l'autoroute à haute vitesse, c'est nettement mieux. On roule avec les jantes de 21 pouces ici. Elles font très bien l'affaire. Avec les roues de 21 pouces, la conduite plus ferme convient parfaitement. En ville, les grandes roues peuvent réduire un peu le confort. C'est normal, car l'amortissement du pneu est moins efficace.
Mais ici, sur l'autoroute, c'est plutôt bien pour la tenue de route. Et aussi, la stabilité à haute vitesse était correcte. Alors, ici par exemple, quand je roule un peu plus vite, on ressent vraiment un SUV robuste, bien conçu et mature. Certainement, dans ce cas, la seule chose mentionnée plus tôt, c'est que lors d'une accélération totale, il pourrait encore ajuster le comportement de la chaîne de traction, mais lorsque vous l'utilisez normalement dans un cas d'usage quotidien, c'est vraiment fluide et j'aime aussi la conduire en mode purement électrique. Même en mode hybride, elle privilégie souvent le mode EV et comme vous avez une autonomie électrique significative, vous pouvez aussi conduire en mode purement électrique la plupart du temps. Voyons, car nous pouvons maintenant conduire à nouveau sans limite. J'étais vraiment intéressé par le mode purement électrique à haute vitesse et également, vous savez, si je peux accélérer significativement sans être dans le mode comme dans le moteur à combustion. En mode, alors oui, ça fonctionne. Oui, c'est très intéressant et nous n'avons pas souvent ça. Beaucoup de modèles hybrides rechargeables, lorsqu'ils roulent en mode purement électrique, ont une vitesse maximale limitée, mais ici, le moteur n'est toujours pas en route, et je suis en mode purement électrique, et oui, 160 km à l'heure. Donc il n'y a en fait aucune limite, c'est vraiment cool, c'est vraiment intéressant. Oui, je veux dire, c'est une bonne découverte, et est-ce que c'est vraiment le cas qu'il y a la même vitesse maximale? Voyons ça, oui, je veux dire, maintenant, 170. C'est une bonne route pour un essai à haute vitesse ici aujourd'hui. C'est pourquoi nous le conduisons dans la bonne vieille Allemagne. Et puis ici, ouais, je peux atteindre la vitesse maximale en mode purement électrique. C'est très intéressant. Je ne suis pas sûr que nous ayons déjà eu ça avec un hybride rechargeable. C'est très intéressant. Plutôt cool, oui. C'est une très bonne découverte ici en effet. Ce camion perd quelque chose, peut-être un pneu qui a éclaté ou quelque chose comme ça. Ça n'a pas l'air bien, de la fumée en sort, je ne sais pas, il semble stable pour l'instant. Ouais, et puis encore un changement de voie à haute vitesse, il est en fait assez solide et stable comme tout à l'heure. Ouais, ça va aussi pour le passager, oui. C'est toujours un bon signe alors. Je suis vraiment étonné ici parce que quand nous roulions en ville, moi et Léa en tant que passagers, on se disait, ouais, peut-être avec les grandes roues, c'était un peu suspect. Pas si confortable. Le châssis bougeait moins bien, mais sur l'autoroute à haute vitesse, c'est mieux. C'est vraiment très intéressant à noter. Ces grands rétroviseurs latéraux sont aussi très pratiques car ils n'ont pas de cadre large, ce qui permet une excellente visibilité tout autour. Vous avez aussi un moniteur d'angle mort, vous avez probablement vu ça apparaître de temps en temps. Et testons également les systèmes d'assistance. Alors ici, à gauche, on peut l'activer. Voyons voir. On peut aussi augmenter ou diminuer la vitesse ici. Et voyons comment la voiture nous maintient activement dans la voie. Maintenant, l'autoroute tourne légèrement à gauche. Ils peuvent également profiter de cette expérience Volvo. Et jusqu'à présent, c'est plutôt fluide. Il repère la voiture qui est devant nous. Vous pouvez ajuster la distance très simplement avec mon pouce gauche. C'est bien qu'il y ait... Oui, je garde mes mains et vous voyez, hein, oui, il semble avoir besoin de temps en temps d'un peu de mouvement avec le volant. Oui, je pense que quand la distance est réduite un peu, c'est mieux. Et aussi mieux pour le passager, je dois dire que, par exemple, les systèmes de conduite assistée de BMW sont un peu plus élaborés en termes de fluidité des corrections, mais celui-ci est déjà à un très bon niveau en réalité. Maintenant, je peux aussi l'annuler en appuyant sur la pédale de frein moi-même. C'est vraiment sympa avec l'éclairage ambiant. Exact, tu sais, avec le système son Harman Kardon, un très bon système audio aussi, une belle image bien sûr, avec différentes couleurs disponibles et ainsi de suite. Donc cette ambiance de soirée sur l'autoroute est vraiment sympa pour ça. Et avec les sièges confortables, je veux dire, je pourrais aussi très bien imaginer qu'on parte maintenant pour un long road trip, c'est bien. Et on a aussi le toit panoramique, tu sais, donc... Et ça s'ouvre complètement comme on vous l'a montré tout à l'heure. Et d'habitude, ça pourrait être une autre source de bruit, c'est bruyant. Mais dans cette situation, ce n'est pas le cas. Donc,
clairement parfait pour l'autoroute et la ville. C'est pour ça que l'IA a changé sa tenue. Yes. Web En shopping? service, ouais. Après les courses, quand tu es coincé dans les bouchons, la plupart du temps, tu restes en mode électrique, même si tu es en hybride. Donc tu n'es pas obligé d'être intentionnellement en mode pur. Conduis simplement en hybride et laisse la voiture faire son truc. Ce qui est important ici, c'est que ça commence déjà maintenant. Tu dois désactiver certaines choses qui ne t'énervent pas en conduisant, par exemple ici dans le menu de conduite, puis dans Assistance, et ensuite par exemple ici le contrôle de charge du conducteur, la désactivation, puis la mise à jour de la limite de vitesse, le rappel de la limite de vitesse, pas d'alarme, donc en fait c'est bon. Tu peux aussi ajuster d'autres paramètres pour que tout soit plus fluide et agréable pendant le trajet. C'est un peu compliqué à faire en conduisant et il faut le refaire à chaque fois de nouveau. C'est pourquoi parlez au chef de produit. Ils veulent implanter ici que vous glissiez simplement d'en haut, qu'ils mettent juste les symboles ici, car là, vous pouvez choisir différents symboles. Vous pouvez aussi, par exemple, simplement entrebâiller le toit ouvrant avec ça. Donc, c'est possible. Mais c'est juste une inclinaison, tu vois. Je pense qu'il faudrait une vraie ouverture complète. Fonction là, mais ils ont dit que ça viendrait avec la mise à jour logicielle en rendant plus facile l'accès aux fonctions utilisées plus souvent. En circulation urbaine ici, c'est aussi sympa de rouler en silence avec le mode électrique et les roues de 21 pouces vont bien, sauf s'il y a des nids de poules assez violents et ainsi de suite. Alors, c'est un peu rude et j'aimerais la version de base avec des 19 pouces. Encore une fois, ce niveau de finition haut de gamme ici avec la ventilation des sièges et le système audio élaboré. Et bien sûr plutôt cool et ce n'est pas beaucoup plus cher, c'est ça le truc, ouais. Et avec le freinage régénératif, il faut un peu s'habituer, le frein est un peu sensible, mais une fois qu'on s'y fait, c'est en fait parfait. Et la direction, encore une fois, est vraiment cool, très naturelle, comme on vous l'a montré sur la partie autoroute. Vous pouvez aussi ajuster la direction comme vous le souhaitez, si vous voulez un peu plus ferme ou plus souple, et ainsi de suite. Donc ouais, le seul point négatif, c'est peut-être les nids de poule avec ses jantes de 21 pouces. À part ça, la suspension est encore une fois d'un bon confort, entre sportivité et confort, même s'il n'y a pas de suspension pneumatique, adaptative, spéciale et tout ça. La suspension sophistiquée qu'ils ont ici fait en fait du bon boulot, et ce n'est pas le plus petit véhicule. Ce n'est pas non plus un très gros véhicule. Donc, vous roulez bien en ville. Le détecteur d'angle mort est pratique. Je l'avais désactivé sur l'autoroute, je l'ai découvert plus tard. Maintenant, je l'ai réactivé. Le moniteur d'angle mort est très visible dans le rétroviseur latéral. C'est une aide vraiment pratique. Vous pouvez aussi, et c'est un réglage qui est enregistré en fait, vous pouvez aussi choisir qu'il y ait une alerte sonore ou juste la partie visuelle. Je l'ai réglé uniquement sur la partie visuelle. Voyons l'une des voilà, c'est une fonction sympa, vraiment super pratique à avoir. Oui, on ressent vraiment très clairement que l'expérience Volvo est bien présente dans ce véhicule. La route est un peu chaoteuse avec les secousses des roues de 21 pouces. Mais à part ça, c'est aussi agréable à conduire en ville. Et là, bien sûr, la position assise haute et les sièges Very confortables. silent here. Oui, Sit bon here. point de Léa. Encore une fois, on l'a entendu sur l'autoroute. C'est silencieux et cela vous procure une atmosphère globalement très apaisante dans ce véhicule. Maintenant, parlons de notre test de consommation et des tarifs. C'est également un aspect très intéressant à aborder. Même avec une batterie vide, le moteur essence vous permet de profiter d'une récupération d'énergie qui offre des avantages non négligeables. Mais il faut prévoir environ 8 à 9 litres au 100 km, soit 27 miles par gallon US ou 34 miles par gallon UK, si vous roulez en mode combiné. C'est difficile à estimer précisément. Ça dépend vraiment de la fréquence des recharges, donc c'est impossible de donner une estimation précise. Mais on peut vous dire ce que ça consomme en mode tout électrique. Et ensuite, il y a une grande divergence entre les vitesses basses en ville et les vitesses élevées sur autoroute où il n'est pas idéal d'utiliser uniquement la propulsion purement électrique. En mode hybride aussi, aller plus vite sur l'autoroute est souvent plus efficace. Le thermique fonctionne sur autoroute et l'électrique en ville. Cela le rend également assez efficace globalement. C'est un peu l'idée derrière tout ça. Tu pourrais aussi utiliser ce mode sécurité batterie, comme je l'ai dit avant, mais peut-être pas.
ça dépend vraiment de l'usage. En Allemagne, par exemple, on préférerait rouler à l'électrique le plus longtemps possible, sauf si on pousse vraiment à fond sur l'autobahn. Au test, à 100 km par heure, 60 miles par heure, la conso électrique était d'environ 14,5 kWh, soit 4 miles par kWh. Dans ce cas, cela pourrait même offrir une autonomie tout électrique de 280 km, soit environ 160 miles en pratique réelle. C'est étonnant en fait. Cependant, ensuite, seulement 20 km par heure de plus, comme à 120 km par heure, donc c'est environ 70 miles par heure, c'est le double de la consommation électrique. Cela signifie la moitié. De l'autonomie. Donc on était là à environ 28 kWh sur 1 km ou environ 2 miles par kWh, ce qui signifie qu'à 120 km par heure sur l'autoroute, celui-ci n'a qu'une autonomie électrique d'environ 140 km ou environ 80 miles. Très intéressant. J'ai refait ce test 3 fois de suite car je n'arrivais pas à y croire. Oui, c'est très efficace, jusqu'à 100 km par heure, soit 60 miles par heure. Mais l'utilisation en tout électrique à des vitesses extrêmement élevées n'a aucun sens. C'est pourquoi, en tant que client, il est crucial de constater que c'est parfaitement adapté pour la ville, la campagne et les vitesses modérées sur autoroute. Dans la plupart des pays, c'est le cas. On ne roule pas tous en Allemagne, non? Mais si vous aimez la haute vitesse ou même peut-être déjà 130 km à l'heure, alors il est préférable d'utiliser le moteur à combustion. Et oui, fiez-vous au système hybride qui gère ça automatiquement. Ou alors, vous pourriez dire, utilisez ce mode de sécurité de la batterie pour être plus efficace en ville plus tard et utilisez aussi le moteur comme générateur pour la batterie sur l'autoroute. Il faut donc trouver l'usage idéal pour vous dans ce cas. Mais oui, c'est vraiment très intéressant d'avoir ces découvertes aujourd'hui pour vous. Le prix en Europe ici commence à 56 000 €. C'est vraiment impressionnant pour la taille de la batterie. Et pour la version haut de gamme, comme celle que nous avons ici, 60 000 €. Et c'est toujours au moins 20 000 € moins cher. Par exemple, le BMW X3 hybride rechargeable, le Mercedes GLC PF est souvent plus cher. Donc un rapport qualité-prix vraiment excellent. Et il faut clairement insister sur le fait que la qualité intérieure dépasse largement celle de la concurrence allemande. C'était mon coup de cœur aujourd'hui, la qualité de l'intérieur vraiment excellente. Pourquoi choisirais-tu encore un concurrent allemand plutôt que celui-ci? Quand tu accélères très fort, on t'a montré ça dans la partie conduite, les Allemands sont plus contrôlables, tu sais, dans la gestion de la puissance délivrée, et en plus, tu ne te fais pas tirer par les roues avant. Ce n'était vraiment pas le point fort de ce véhicule. Le roulis, la sensation que tu ressens en tant que passager et la dynamique de conduite, tout ça est bien meilleur avec les Allemands. On retrouve aussi une chose similaire avec Volvo. Pas étonnant, tout vient de la société Geely. Ce n'est pas l'objectif principal de ce véhicule d'être dynamique et hyper amusant à conduire. C'est ce que les Allemands font encore mieux, mais si on regarde ensuite le rapport qualité-prix, surtout ici, si tu ne veux pas passer au tout électrique tout de suite, mais que tu souhaites déjà une grosse batterie hybride dans ce SUV, c'est un rapport qualité-prix vraiment très impressionnant. Surtout avec cette superbe finition intérieure. Un essai très intéressant pour toi aujourd'hui. J'aimerais connaître ton retour, ou alors aussi si tu as fait un essai toi-même, et aussi comment tu évalues ce véhicule par rapport aux concurrents. Si tu veux un modèle similaire électrique, c'est peut-être le Zeekr 7X. Ou si tu préfères jeter un œil aux Allemands à nouveau, ils sont juste ici.